Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Bruti Commerce. On est de retour cette fois-ci en assemblée. J'ai deux invités avec moi aujourd'hui sur une thématique sur laquelle je suis un peu noob, il faut être honnête, c'est le branding, particulièrement le branding B2C, puisque celui de Kudak que j'ai construit est évidemment pas adressé aux mêmes personnes. Et donc j'ai deux personnes pour venir nous en parler aujourd'hui qui sont des pointures sur ce sujet. J'ai Margot de Néné et Arnaud de Cozy, donc deux très belles DNVB qui vont nous permettre d'avoir une discussion intéressante, parce que tout seul j'aurais pas été capable de l'avoir, et on en a discuté juste avant. Je pense que mes questions étaient pas des questions qui étaient posées pour déclencher une discussion de haut niveau, donc je suis très content d'en avoir discuté un petit peu avec vous avant. Je vais vous laisser rapidement vous présenter et ensuite on pourra démarrer pour discuter de branding, peut-être en commençant par Margot. Ok, du coup je suis Margot, je suis la fondatrice de Néné Paris, qui est une marque de lingerie et de maillots de bain engagée, avec une approche écologique assez globale, et qui a pour but de mettre en valeur le corps naturel de la femme à travers des coupes tendances féminines et des inspirations méditerranéennes, bohèmes et un peu ensoleillées. Voilà. Ah oui, alors depuis combien de temps donc j'ai lancé Néné il y a 4 ans. On est actuellement 9 et si tu veux que je parle de chiffre d'affaires, si t'es ok de le faire, sinon on peut passer aussi. Du coup, nous on vend 90% sur notre propre site, donc on a vraiment un modèle B2C, et on va faire là en 2022 normalement à peu près 1,3 million, 4 millions d'euros de CA. Voilà, c'est encore une petite marque qui se développe petit à petit. Merci beaucoup Arnaud, tu peux y aller, c'est bon. Hello, moi c'est Arnaud, je suis le cofondateur de Cozy. Cozy, on est une marque de soins cosmétiques naturels, bio et zéro déchet. Donc très concrètement, on va proposer, notre mission c'est de proposer une consommation saine et durable, en travaillant à la fois évidemment sur des soins, donc soins du visage, crème de jour, crème main, des produits d'hygiène aussi, déodorants, dentifrice, des produits qui soient sains, qui suivent des certifications naturelles et biologiques. Et au-delà du plaisir, de la galénique et de la sensorialité des produits, on travaille aussi sur le côté engagé et le côté zéro déchet, puisqu'on est la première marque au monde à proposer l'intégralité de nos soins, soit en consigne, soit en vrac. Donc très concrètement, la marque, on l'a créée, cofondée en 2017 avec mes associés. On est 11 aujourd'hui. On est à la fois revendu en ligne et dans des points de vente dans toute la France. Donc on est dans un peu plus de 450 points de vente dans toute la France maintenant. Super. Alors vous êtes tous les deux présents dans ce podcast parce que vous avez des univers de marques assez reconnaissables. On va commencer par essayer de définir, même on se rend compte qu'il y a pas mal d'interprétations différentes de ce qu'est une marque, qu'est-ce que veut dire le branding, etc. Je l'assimile de façon assez simple à l'ensemble de valeurs et d'éléments visuels qui caractérisent une entreprise, mais ça se définit aussi parfois un peu par opposition au marketing de la performance, donc tout ce qui va consister à faire de la conversion générale et plutôt véhiculer des messages, de la notoriété, des valeurs et tout. Aujourd'hui, comment vous définissez en fait ce que sont vos marques en fait? Qu'est-ce que ça représente quand on vous demande par exemple la marque Cozy, c'est quoi? La marque Cozy, c'est une aventure dans laquelle on embarque nos clients, qui est d'aller à nouveau vers une consommation plus saine et plus durable. Et nous, on l'articule cette mission, cette aventure qu'on propose autour de 3 piliers, 3 valeurs fortes qu'on va décliner sur tous nos axes de branding. Que sont l'optimisme. On est une marque optimiste, on ne va pas jouer sur tous les aspects anxiogènes des climatiques ou de consommation. Donc optimisme, engagement et authenticité. Donc en fait, si tu veux, en déclinant cette plateforme de marque sur ces 3 valeurs qui incarnées par nous, les fondateurs au début, puis par toute l'équipe, on décline ça sur tous les pans du branding. Ok. Et ça, c'est des choses que tu as choisi de quelle manière? Est-ce que ça a une cohérence par rapport au produit que tu vends? C'était logique? Oui, quand on a
eu l'idée au départ de créer Cozy. Donc l'idée, c'était d'être dans la sphère cosmétique, de constater que, ok, il y a des problèmes parce que il y a beaucoup de pétrochimie, parce qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup de gaspillage. Donc on va proposer une marque qui va à l'encontre de tout ça. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut vraiment cranter ce qu'on veut y mettre dedans, et ça va être à la fois des valeurs qu'on va nous avoir, qu'on veut porter et qu'on veut pour lesquelles on veut embarquer le consommateur, ce que je disais, donc optimisme, engagement et authenticité. Et puis derrière, on va construire effectivement tout ce qui va autour, donc le produit en tant que tel, bien sûr, mais aussi toute l'image qu'on va véhiculer derrière. Ok. Comment ça se traduit? Parce qu'en fait, l'optimisme, j'ai une question toute bête, mais de façon visuelle, ça veut dire quoi? Donc l'optimisme, chez nous en tout cas, ça se traduit par beaucoup de couleurs. Tu pourras le constater tant sur nos réseaux sociaux que sur nos produits. On va jouer sur les couleurs et donc la joie. Et ensuite par la tonalité qu'on va prendre, à la fois sur le packaging, c'est-à-dire les emballages de nos produits, mais aussi pareillement sur les prises de parole sur les réseaux sociaux via l'influence, ou le choix des influenceurs, le choix des médias qu'on va faire. On va toujours travailler sur un côté optimiste en véhiculant des messages positifs, en disant ouais, on peut avoir une consommation écologique, et puis c'est cool, ça fait plaisir, et puis pas de stress, quoi. Je prends un exemple très concret. Récemment, si tu connais le média, on était un podcast de So Good, qui voilà, pareil, dans cette même veine-là, prône une écologie, une consommation plus responsable, mais c'est cool et ça fait plaisir. Ok. Et est-ce que vous avez déjà fait cet exercice je me souviens que j'avais vu ça quelque part quand je me commençais à me former il y a quelques années sur la Minimum Viable Brand, à l'époque c'était ça le petit framework, de dire que chacune des valeurs devait avoir une limite. C'est-à-dire, par exemple pour l'optimisme, ça pourrait être on est optimiste mais on n'est pas naïf, tu vois, un peu des limites. Est-ce que vous avez mis des limites comme ça? Non. On a des sous-valeurs, etc. Mais non, on s'est pas fixé de limite. Il n'y a pas de limite à l'optimisme. Faut pas mettre de limite à l'optimisme. Et donc ça veut dire que vous êtes jamais tombé sur des cas qui étaient un peu vous étiez pas trop sûr que ça soit dans les valeurs de la marque? Non, au contraire, c'est plutôt une étoile polaire. C'est-à-dire que quand on se pose vraiment des questions stratégiques, que ce soit de choisir tel ou tel distributeur, par exemple, ou d'aller vers tel ou tel canal de vente, systématiquement, au contraire, la plateforme de marque, les valeurs qu'on a retenues nous guident, et en fait, en les relisant, on trouve tout de suite la réponse, et en plus, évidemment, c'est en phase avec nos valeurs. Donc, au contraire, c'est plutôt une étoile polaire, un guide qu'une contrainte. Ok. Toi, Margot, du coup, on en parlait du coup juste avant de démarrer. Soit c'est un exercice que tu as pris dès le démarrage très au sérieux, celui de penser ta brand de façon assez cadrée. Déjà, pourquoi? Et ensuite, est-ce qu'on va pouvoir évidemment faire le même exercice que ce qu'on vient de faire avec Arnaud, c'est d'en parler. Pourquoi est-ce que tu as commencé à investir dès le démarrage? J'ai pas de la DNVB Facebook Ads, moi j'ai ça comme exemple à chaque fois. On commence à faire de la conversion et ensuite on verra quand il faut trouver des valeurs. Ouais, alors après, je l'ai pris au sérieux dès le début, mais c'était pas très cadré dès le début, quand même, je dois dire, parce qu'au début rien n'était cadré. Ça c'est assez clair. Mais c'est plutôt que j'ai voulu dès le début faire une marque qui était reconnaissable et hyper pro. Et donc, pour que ce soit hyper pro, en tout cas que c'est l'air hyper pro, je voulais pas forcément qu'on sache, parce que moi j'ai démarré, j'avais 24 ans, donc j'étais assez jeune et j'avais pas forcément l'impression qu'on allait me prendre au sérieux. Donc j'ai voulu faire une marque où on ne sache pas derrière que ce soit une fille de 24 ans toute seule dans sa chambre limite, quoi, enfin dans son appart de 10 mètres carrés. Du coup j'ai investi beaucoup dans l'image, chose que je connais pas mal parce que depuis très jeune, l'image c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. J'aime beaucoup la mode depuis longtemps, et donc investir sur vraiment l'image pure de la marque et les valeurs aussi, ça allait de soi, quoi, en fait. C'était le but, quoi. Donc j'ai fait ça. Et ça veut dire quoi, du coup, investir dans ta marque? Alors investir, c'est pas non plus énormément d'argent. Quand je dis que j'ai investi beaucoup d'argent par rapport à ce que j'avais à l'époque, c'est-à-dire rien. Donc j'ai un peu investi toutes mes économies sur ça, c'est-à-dire choisir le bon photographe qui va correspondre exactement à l'identité que j'ai envie de donner,
à l'époque, donc c'était beaucoup la photo, il n'y avait pas trop la vidéo encore sur les réseaux sociaux comme ça peut l'être aujourd'hui, mais c'était beaucoup investir voilà, dans l'image, donc dans notamment le photographe, le choix des photographes, créer du contenu en fait, le choix des influenceurs également sur les réseaux sociaux pour qu'ils nous créent aussi du contenu qui soit qualitatif et qui corresponde exactement à l'univers que j'avais envie de donner à la marque. Donc voilà, c'est choisir toutes ces personnes avec extrêmement de soin et ne pas laisser place à... Voilà, s'il y avait des choses qui n'étaient pas carrées, je les sortais pas, quoi. Je préférais ne rien sortir, prendre mon temps, quitte à faire moins de chiffre d'affaires au début, plutôt que de bâcler un peu, d'aller vite et de sortir des contenus qui correspondaient pas à 100% à ce que j'avais imaginé dans ma tête. Et donc en fait, si je résume, ta plateforme de marque au démarrage, c'était l'idée que tu te faisais de ta boîte, c'est-à-dire que tu l'avais pas encore foutu sur un papier, je veux que ça soit ça. Non, si, rapidement j'avais quand même écrit, j'avais pas écrit les valeurs, ça on les a écrits plus tard avec mon associé qui m'a rejoint 1 an et demi après. Mais au départ, je voulais juste faire une marque de lingerie féminine et le plus éco-responsable possible parce que je m'étais déjà pris une petite claque sur ce côté-là et je trouvais rien qui correspondait à mes valeurs et à mon style, voilà, clairement en termes de style. Voilà. Donc c'était ça, à la base, c'était vraiment ça la chose que je voulais faire, quoi. La phrase, c'était The sexiest way to be sustainable, c'était être éco-responsable, mais tout en gardant un certain style. Et voilà. Parce que c'est toujours intéressant. Moi, je suis pas un profil très créatif, donc je suis toujours. En fait, j'essaie de rationaliser ça, tu vois, un peu dans des modèles ou des trucs et je vois que ça a l'air très facile en fait pour plein de personnes qui ont des idées en tête de traduire ça. Bah, ça doit être comme ça, mettre telle couleur, tel photographe, telle photo, tel background et tout. Si tu devais donner genre peut-être les priorités sur lesquelles les choses les plus importantes sur lesquelles se poser quand tu démarres et que tu veux au moins pas faire de conneries sur ta marque, est-ce que tu es quand même capable d'isoler des trucs ou c'était vraiment que du sentiment et de l'intuition? Bah alors il y avait du sentiment et de l'intuition parce que je pense quand même que j'ai un univers et que j'ai ce truc là, mais après bah c'était l'Instagram, le feed Instagram, les stories, pour être avoir un truc qui soit cohérent dans l'ensemble. Le site internet, le choix des photos, comme je le disais, c'est ça. Voilà. C'est pas... J'ai été connue, beaucoup par Instagram, donc je vais beaucoup parler de ça parce que c'est ça que je connais et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Donc, voilà. De notre côté, au départ, la priorité était archi focus sur le produit en tant que tel. À la fois évidemment pour qu'il plaise, qui répondent aux problématiques de nourrir une peau ou d'être ou de gommer une peau, en tout cas de répondre à des problématiques tout en étant sensoriel, mais aussi justement en véhiculant ce qu'on s'était fixé comme objectif de dire ok il faut que ce soit optimiste, engagé, etc. Donc le produit, quand je dis le produit, c'est à la fois la formule dans son emballage doit véhiculer tout ça. Donc je te parlais des images, on a mis beaucoup de couleurs sur le packaging, on véhicule notre engagement sur le packaging avec ces flacons en verre qui sont réutilisables à vie, qu'on va plus jamais jeter, et on va écrire dessus, on va écrire sur le packaging que de manière optimiste que on peut le réutiliser et que plus jamais on le jettera. Et tous ces éléments là, vraiment nous on a pris le parti au départ vraiment d'être très 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 axé produit, et que c'était le produit le meilleur vecteur de communication de la marque et de nos valeurs. Je prends un autre exemple, notre gommage visage qu'on a sorti assez rapidement s'inscrit pas mal dans cette logique de branding, puisque on est ici à côté de Agen, on va récupérer en fait tous les noyaux des pruneaux d'Agen qui sont pas utilisés par l'industrie agroalimentaire. Donc pour cette industrie, c'est un déchet. Et ce noyau, en fait, on va en extraire l'huile de prune qui est nourrissante et on va le piler, le noyau, pour faire l'exfoliant, donc le gommage visage. Donc, si tu veux, on est aussi dans une logique d'upcycling et d'économie circulaire qu'on va retrouver aussi sur le produit. Et tout ça, en fait, tout doit être pensé autour de cette réflexion du branding. Et pour nous, ça commençait vraiment par le produit. Et après, nous, on a construit effectivement, un peu comme Margot, il y avait des évidences, mais si on veut être dans l'esthétique, le plaisir, etc., il y a des médias qui s'imposent plus que d'autres. Et effectivement, Instagram pour nous était
été assez fort dès le départ. Cette vision que tu nous as décrite au démarrage, Arnaud, de tes valeurs que tu nous as sorties direct, du tac au tac, tu les avais en fait au démarrage, elles sont arrivées à quel moment Très 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 bonne question. On les avait au démarrage, mais on n'avait pas mis les bons mots et c'était un peu flou. Il y a peut-être plus un nuage de mots qu'autre chose. En tout cas, on est très alignés avec mes associés sur la direction, mais non, on n'avait pas mis les bons mots. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile et très important. On a investi beaucoup de temps, d'énergie et de ressources en interne pour développer la plateforme de marque, mais on a très très peu investi de cash sous-traitant, sauf justement pour la plateforme de marque où là on a pris pas tout au début, mais assez rapidement quand même, quelqu'un qui nous a aidé à faire cette plateforme de marque et à identifier les 3 mots qui vraiment collaient parfaitement. Et c'est important sur ces thématiques-là de pas être flou et d'être aidé parce que en fait on a construit quelque chose qui est un peu qui peut être un peu nébuleux, qui s'est en plus étoffé avec l'équipe, étoffé avec les clients, qui a pu un peu. C'est bien de se poser, d'avoir quelqu'un d'externe qui nous aide à poser les bons mots. Ok. Et c'est quoi le genre de questions qu'on se pose dans cet exercice-là ? Quelle valeur on a envie de véhiculer ? Et là, le choix des mots est très important. C'est particulièrement vrai dans la langue française. C'est quelle image on a envie de renvoyer auprès du consommateur, mais pas que. Aussi auprès des fournisseurs, auprès des médias, etc. C'est principalement. Et puis après la mission, où est-ce qu'on veut aller ? Bien l'écrire, bien la cranter. Ok. Et quel est l'apport du coup du prestat que vous avez pris dès le démarrage au début ? Qu'est-ce qui vous a donné que vous n'aviez pas en interne ? La neutralité, le fait d'être en dehors et la connaissance sémantique, le fait de bien utiliser les bons mots pour bien véhiculer tout ce qu'on lui transmettait comme information. Ok. Et c'est-à-dire que vous êtes trouvé dans des situations où vous pensiez qu'il y avait un truc qui ressortait de vos produits, de votre marque, et vous a dit, c'est pas ça, non ? Ah ouais. Effectivement, quand on a fait cette plateforme de marque, on devait être sur le marché depuis un peu plus d'1 an, et il y avait certains trucs sur lesquels on était à côté de la plaque. On avait récolté des retours conso, et l'image pouvait être, par exemple, sur le packaging, de dire qu'on était assez scientifique et froid, ce qui n'est pas du tout l'image qu'on avait envie de véhiculer. Donc effectivement, ça permet aussi ça se construit dans le temps, et ça s'améliore dans le temps, mais parce on n'est pas tout seul à construire cette image de marque, c'est aussi porté par la communauté, à nouveau de clients notamment. Et donc, il y a des moments où faut recadrer et prendre des décisions pour justement recoller à cette plateforme de marque. C'est ce qu'on a fait. Et toi, Margot, aussi, c'est un truc que t'as fait évoluer, ces valeurs ? Moi au début, comme je te disais, je les avais même pas écrites pour tout te dire, et on les a écrites plus tard. Nous, on s'est plutôt fait suivre avec Juliette, du coup mon associée, sur la partie business plus large et plutôt recrutement, RH, stratégie de la boîte au global, et c'est plutôt là qu'on les a écrites. C'était notamment pour recruter des gens, et donc on s'est dit, pour recruter des gens, il faut vraiment que les valeurs soient clés et écrites, et que les personnes puissent se reconnaître dedans. Donc et de trouver des personnes qui aussi puissent correspondre, vraiment matcher avec nous. Donc c'est pour ça qu'on les a écrites, à vrai dire, plutôt pour le recrutement. Mais maintenant, c'est vrai on s'en sert beaucoup aussi pour la stratégie de marque au global, que ce soit pour la communication ou la logistique, quand il s'agit de choisir un transporteur ou un autre, ou le packaging, ou le produit, mais à peu près on s'en resserre dans tout. Et c'est quoi aujourd'hui, du coup ? Du coup, notre valeur première, c'est la durabilité. Donc là, c'est aussi lié aux produits, mais pas que. Donc bien sûr, on veut faire des produits qui soient durables, qui restent dans le temps. Donc ça, c'est toujours dans l'idée de l'éco-responsabilité. Mais aussi de la durabilité dans nos relations avec nos partenaires, avec nos clients, garder nos clientes, qu'elles soient contentes et qu'elles reviennent chez nous parce qu'elles sont satisfaites de leurs produits. Ensuite, on a une valeur qui est la proximité. Donc ça aussi, c'est lié à l'éco-responsabilité. Donc que ce soit la proximité avec nos fournisseurs, nos usines, mais aussi avec nos clientes. Donc ça se lie clairement aussi à notre branding. On aime bien être proche de nos clientes. Donc ça nous arrive de les tutoyer dans nos stories, par exemple, des choses comme ça. Donc vraiment être proche et bienveillante avec nos clientes et transparente, voilà, c'est lié à tout ça. Ensuite, on a la créativité, puisque bien sûr on est une marque de mode, et c'est hyper important pour nous de mettre de la créativité partout, que ce soit bien sûr dans le produit,
autant que dans la com et que dans tout ce qu'on fait, quand on essaye d'imaginer des nouveaux processus, des nouveaux projets, voilà, un peu tout. Et la dernière, c'est la spontanéité. Parce que on est tout assez spontané et on veut que les choses avancent assez vite. On a quand même ce petit truc de start-up et voilà, on veut être un peu cash aussi avec nos clientes et avec ce qu'on se dit en général. Voilà. Et donc tout ça, j'ai l'impression, pour vous deux, en fait, votre marque, si on est un endroit où on la retrouve, ça se cristallise dans la plateforme de marque, c'est ça? Vous avez tous les deux une plateforme de marque et un document que vous donnez à tout le monde? Ouais, je te confirme. Moi, j'ai pas un document qui s'appelle plateforme de marque, mais j'ai un document avec mes valeurs, j'ai un document avec mon ADN de marque, donc c'est peut-être un peu moins inscrit comme plateforme de marque, mais j'ai peut-être pas fait le même travail qu'Arnaud avec son prestataire, donc voilà. Nous, ça nous est pas mal utile, tu l'as évoqué Margot, hein, mais pour les équipes, parce que on les choisit évidemment, on les recrute, mais derrière il y en a plusieurs personnes des équipes qui vont véhiculer elles aussi l'image de marque. Alors soit en créant du contenu sur Instagram par exemple, en faisant des photos ou quoi, soit même en allant même visiter un point de vente sur lequel on est revendu. Chaque personne de l'équipe incarne la marque, donc c'est aussi important de pouvoir le véhiculer avec les bons mots et d'avoir pour nous un document écrit que dès le premier jour d'intégration des nouvelles personnes, on présente et on détaille, et après on fait des itérations dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour dire Arnaud, nous aussi ces valeurs, on les remet notamment à chaque team building. On revient dessus et on en reparle, et quitte à ce qu'elles évoluent aussi avec nous, mais c'est hyper important de le communiquer, en effet, aux équipes, pour qu'elles puissent derrière les redonner aux clientes, etc. J'ai une question un peu précise pour toi, Margot. Tu parlais de ce document qui s'appelle l'ADN de marque, que tu as. Il y a quoi dedans? C'est quoi la structure de ce document? Alors ça, c'est un petit document que j'ai fait moi-même avec mon ancienne graphiste qui était en alternance, Caroline. Et du coup, ça, c'était un petit document plus vraiment pour avoir en termes d'image, des bases en termes d'image qu'on puisse redonner notamment aux graphistes et peut-être aux personnes de la communication. Et donc, il y a un petit paragraphe sur qu'est-ce que c'est Néné, vraiment... avec des mots. Ensuite, il y a notre univers graphique, donc la colorimétrie, les logos, les typographies qu'on utilise. Ensuite, il y a des inspirations, donc plein de marques, quelques marques qui m'inspirent vraiment plus que d'autres, des comptes Instagram qui m'inspirent plus que d'autres. Donc il y a vraiment une liste de comptes à suivre. Et nos mannequins aussi, dedans il y a les visages de la marque, donc ou les visages qu'on a déjà utilisés et quel type de visage, et de corps maintenant aussi parce qu'on fait de la lingerie, mais notamment de visage on utilise. Donc voilà, il se compose de ça. Ok. Toi t'as un truc relativement similaire dans la plateforme de marque, Arnaud? C'est des choses qui sont présentes? Ça va plutôt être thématique par thématique sur des posts, enfin des contenus Instagram. On va effectivement avoir des moodboards, des inspirations, des comptes des marques qui nous inspirent plus que d'autres, etc., qui s'enrichissent régulièrement. Sur l'influencing, pareil, toutes les influenceurs, les influenceuses, on va clairement identifier ceux qui nous bottent, ceux qui véhiculent Cozy, etc. Pour autant, c'est pas aussi transverse que ce qu'a pu faire Margot. Ça va plutôt être thématique par thématique. Ok. Et du coup, comment est-ce que vous assurez d'avoir de la cohérence sur tous les points de contact? Parce que quand tu commences à avoir quelques personnes dans l'équipe, à partir de plus que un, déjà, nécessairement, tu dois passer la connaissance à quelqu'un d'autre. Et quand t'as plein de, je sais pas, vous êtes sur Instagram, dans les emails, dans les points de vente aussi. Comment vous assurez qu'il y a un standard? Ça c'est compliqué. Pour moi c'est compliqué. Donc moi la cohérence, comment je m'en assure, c'est que je check tout. Du coup ça me prend un temps de fou. Après j'ai donné toutes les guidelines, mes docs d'ADN. J'essaye de véhiculer, de donner toutes les infos à mes équipes. Après derrière, pour être sûr de la cohérence, moi personnellement je check encore tout. Alors j'ai pas encore à déléguer toute cette partie. Ouais, je pense quand on est en dessous de 25-30, je partage ton avis, en tout cas en interne, c'est assez simple de véhiculer, de bien recruter. Bon, il y a toujours avoir des ratés, mais quand même de bien recruter, d'être vigilant au moment du recrutement, et puis ensuite d'infuser régulièrement, de contrôler par moment, etc. Là, c'est plus compliqué évidemment, comme je te disais, on est dans près de 100 points de vente, on peut pas parfaitement maîtriser
le merchandising, par exemple, dans les 500 points de vente, loin s'en faut. Donc, à charge à nous d'accompagner les vendeurs pour qu'ils puissent bien conseiller, qu'ils puissent bien présenter la marque Cozy, etc. Pour autant, on peut pas 100% maîtriser. Mais donc, charge à nous d'avoir justement les bons moyens pour toujours véhiculer cette marque et l'asséner. Enfin, tu vois, avec les points de vente, à nouveau, il y a de tout. Il y en a qui vendent de l'alimentaire aussi, il y en a qui sont en centre-ville, d'autres en banlieue. Il y a un peu de tout, et pour autant, bah, il faut qu'on ait une uniformité de l'approche de marque. Donc, nous, on le véhicule avec les newsletters. On les accompagne sur ce qui s'appelle la PLV, la publicité sur le lieu de vente, donc pour le merchandising, pour que l'image de marque soit véhiculée dans l'entreprise. On les accompagne avec des vidéos pour qu'ils soient formés sur les produits, etc., pour qu'ils puissent être calés. Et donc ça, c'est de la communication multilatérale. D'ailleurs, il faut aussi qu'on ait des remontées terrain, donc soit des consommateurs, soit des points de vente, et puis que ça s'enrichisse. Mais effectivement, c'est un travail de titan et au quotidien, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu dis, Arnaud, sur les points de vente, mais en tout cas, nous, on n'arrive pas toujours à contrôler tout non plus de l'image, et ça nous est déjà arrivé, notamment dans un point de vente, dans une collab qu'on a fait avec Monoprix. Qui n'aient pas forcément respecté tout ce qu'on voulait, et en tout cas ça se passe pas toujours parfaitement non plus, quoi. Voilà, c'est important de le dire, tout n'est pas toujours comme exactement on veut, enfin, en tout cas pour moi. Et c'était quoi ce cas en particulier? Les auditeurs aiment beaucoup les anecdotes, donc je me fais leur voix. Bah, ce cas en particulier, c'est qu'on a on a vendu notamment des produits à Monoprix dans le cadre d'une OP éco-responsable, sur des marques éco-responsables dont je sais plus combien il y avait de points de vente, mais beaucoup. Je ne rappelle plus le nom. Et donc on leur avait vendu notamment des bodys qui 100% lingerie, qui est une pièce, un body c'est une pièce très complexe à réaliser, avec de la dentelle fine. Enfin c'est une pièce qui coûte quand même 120 €, qui est très belle. Et en fait tous ces bodys, ils les ont mis même pas sur des cintres, sur des tables, mis dans des petits bacs, comme si c'était des culottes made in China, j'en sais rien moi. Donc du coup, quand on est allé voir au Monoprix, on s'est dit ah non mais là c'est pas possible, quoi, c'est pas possible ce merchandising. Enfin, on s'est dit bon bah on refera plus avec Monoprix déjà. Mais voilà, c'était un raté, quoi. C'était un raté pour la marque. Moi j'ai pas du tout communiqué sur cette OP du coup, sur la marque, enfin sur notre Instagram ou rien, j'ai rien dit parce que j'avais vraiment honte de comment ils avaient mis nos produits en valeur, quoi. Comment? On les a pas bien sensibilisés, je pense. Et je pense qu'ils s'en foutaient. Enfin, ils avaient aussi du mal à répondre aux mails, etc. Donc c'était assez compliqué de communiquer avec eux. Voilà. Et après, il y avait, je pense, plein de points de vente différents. Et du coup, ils ont des équipes à chaque fois différentes, qui respectent plus ou moins ce qu'ils disent. Et après, c'est nous aussi qui n'avons pas été assez vigilantes, je pense, au départ sur le merch, et qui n'avons pas dit on veut absolument ça, enfin on veut pas qu'il y ait ça. C'était notre première expérience vraiment en merch, enfin même si on est un peu au Galeries Lafayette, là c'était vraiment une OP dans plein de points de vente, et c'était notre première expérience, et donc pour le coup on s'est foiré, et je pense qu'on n'a pas aussi été assez clair sur ce qu'on voulait. Et voilà. C'est la complexité, je trouve, hein. C'est qu'il faut être il faut être intransigeant sur la qualité, parce que c'est ce que vont demander nos consommateurs, parce que c'est ce qu'on veut véhiculer, et c'est hyper important. Faut être intransigeant, et pour autant, forcément, il va y avoir des ratés à gauche, à droite, qu'on peut pas toujours maîtriser. Donc, charge à nous effectivement d'en mettre. Et puis des anecdotes, j'en donnerai des kilos, mais nous ça peut arriver. Par exemple, nous, comme je l'indiquais au départ, on a tous nos produits sont dans des flacons, des pots en verre réutilisables à vie. Pourquoi? Parce que sur un système de consigne notamment, on va récupérer, le client va rapporter son flacon au magasin, il récupère 1,50 €, et puis ça part au lavage, et c'est rempli, et c'est remis sur le marché. Très classiquement, il est arrivé plusieurs fois que des magasins refusaient de récupérer, de rendre l'argent aux consommateurs. Donc échec évidemment écologique, puisque l'emballage est jeté, et puis alors déception consommateur inacceptable évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut être intransigeant, faut pas que ça arrive, mais on maîtrise pas tout. C'est soit et puis après, comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là? Il faut évidemment réagir très rapidement et appeler très rapidement le point de vente pour corriger le tir. Et puis parfois c'est compliqué, mais parfois faut dire non à des points de vente et dire on continue pas, parce que
parce que vous véhiculez pas nos valeurs et qu'on n'est pas en face, quoi. Et vous allez jusqu'à quel niveau de détail dans le respect des valeurs? Parce que je sais que tu as des marques qui vont par exemple avoir des mots que tu n'as pas le droit de dire, des phrases que tu dois employer quand tu es au service client par exemple. Vous arrêtez où? Moi j'ai pas des mots qu'on n'a pas le droit de dire non plus. Je crois que en tout cas j'ai pas fait une liste. Après. Non plus pas des mots, mais des adjectifs qui ne sont pas cosy, qui ne sont pas nous. Je l'ai évoqué au début, par exemple, de jouer sur la peur, l'anxiété. Hein. Il y a beaucoup quand tu parles d'écologie, de climat, c'est quand même pas mal dans les médias, c'est quand même pas mal à l'ordre du jour d'être sur cette thématique-là. Nous, c'est hors de question. C'est pas du tout notre façon de voir les choses. Au contraire, il y a des solutions qui existent. On peut parfaitement bien consommer, bien voyager, bien manger, etc. Donc donc typiquement, tu vois, je te parlais de 3 valeurs, mais on a aussi toute une liste d'adjectifs qui sont pas cosy, effectivement, comme donc, du coup la peur, l'anxiété. Il y a aussi des thématiques plus froides, scientifiques, etc. Toutes ces choses-là qui sont loin des couleurs qu'on veut apporter. Donc on a une liste de mots, ou plutôt d'adjectifs qui correspondent à ce qu'on ne veut surtout pas véhiculer. Pour autant, on n'interdit pas les mots, on laisse quand même on laisse les gens s'exprimer. Alors, j'ai 2 dernières questions. La première, c'est que c'est super intéressant tout ce que vous dites sur les plateformes de marque, ça donne des bons frameworks et en fait souvent je me rends compte sur les frameworks ça n'a de valeur que enfin c'est pas la méthode qui a de la valeur, c'est surtout les gens qui sont dans la pièce pendant que tu fais le truc et donc parfois tout ça pour dire que t'as des marques qui font parfaitement toutes les étapes d'un process de plateforme de marque, qui font tous les trucs nickel et leur marque elle sort pas du lot. Vous avez tous les deux réussi à faire des marques plus ou moins reconnaissables à leur échelle. Qu'est-ce que vous voyez comme erreur chez des marques qui se démarquent pas? Ou la question inverse, hein. Qu'est-ce que vous voyez en commun chez les marques qui arrivent à se démarquer? Je peux vous la poser. Elle est un peu dure, hein, parce que c'est général et ça demande un peu de réflexion, mais je sais pas si ça vous a eu quelque chose. Non, mais c'est une marque qui se démarque pas et c'est parce qu'elle est tiède, elle a pas d'angle très particulier. Et souvent en cosmétique, ça va être des marques qui veulent plaire à tout le monde. Or, on peut pas plaire à tout le monde. Si on se définit certaines valeurs et c'est une certaine mission qu'on se fixe, faut dérouler la pelote et aller à fond les ballons. Faut pas juste, tu vois, je te dis un exemple. J'aurais pu m'arrêter sur la cosmétique à dire bon bah on prend des super ingrédients, ils sont naturels et bio et puis basta. Bon, sauf qu'en fait c'était smart il y a 5 ans, mais qu'aujourd'hui tout le monde le fait. Donc heureusement qu'on a aussi un angle très très avant-gardiste, pionnier sur le fait que sur l'emballage, hein, sur le vrac, sur le fait de proposer du vrac en magasin, etc. On a déroulé notre logique et nos valeurs jusqu'au bout en disant on va jusqu'au bout, on y va à fond et puis tant pis si ça plaît pas à tout le monde. Je pense que l'erreur c'est de vouloir plaire à tout le monde. Ouais, moi je dirais aussi que c'est quand quelqu'un n'a pas une vraie vision derrière et que ce soit pas forcément. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui porte la vision aussi derrière, parce que si on a plusieurs différentes, que l'on prend des prestataires externes à chaque fois, il y aura pas la cohérence en fait sur la durée et sur toute la marque. Donc je pense que ça c'est important, c'est qu'il y ait quelqu'un derrière qui porte la vision. Voilà. Ouais, je te rejoins, c'est hyper important sur le long terme. Moi, j'ai une vision très très arrêtée sur les limites de l'économie linéaire comme on l'a vécu ces 70 dernières années et comme quoi c'est indispensable d'aller vers l'économie circulaire, d'aller vers une consommation plus saine, etc. Enfin, j'ai des idées vraiment très arrêtées qui peuvent un peu fluctuer, mais en gros la ligne d'horizon pour moi me paraît évidente. Alors peut-être que je me trompe près, mais au moins sur au moins la prochaine décennie à venir, j'ai ce cap-là. Effectivement, t'as raison. Il faut quelqu'un plusieurs personnes, peut-être, mais en tout cas, il faut quelqu'un dans son entreprise qui garde ce cap et cette vision, quoi. Et je pense qu'il faut que cette personne soit un peu intransigeante aussi, voilà, sur tout ce qu'elle sort, quoi, et tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle incarne. Sur sa vision. Ça me fait penser à quelque chose. Vous avez pas choisi d'incarner personnellement vos marques? Particulièrement? Non, moi personnellement je suis pas fan de me montrer physiquement, c'est plus voilà, c'est ça, je sais pas, parler de moi, je trouve pas forcément que c'est plus intéressant. je sais pas, j'ai jamais été à l'aise en tout cas avec forcément cette image, enfin mon image personnelle, donc je préfère pas, et je sais qu'il y en a plein qui incarnent, et ça je pense que ça peut marcher clairement. Il y en a plein pour qui ça marche très bien, et je pense même que ça peut être
propulseur d'avoir une personne derrière et de se montrer, etc. Après, ça demande du travail en plus personnel, puisque c'est beaucoup de travail d'incarner une personne sur les réseaux sociaux, etc. Donc moi, j'ai pas voulu mettre de temps là-dedans. Oui, je disais que j'ai pas le profil, le physique et la peau pour être une égérie cosmétique, donc moi c'était juste hors de question. Mais il y a aussi une notion très personnelle. Enfin, nous d'ailleurs, je te parlais d'authenticité dans nos valeurs. Moi, je serais pas authentique en me prêtant à cet exercice. Donc, je suis d'accord, pour certaines marques, ça peut être un sacré booster, mais il y a aussi de très belles marques qui fonctionnent sans ça. Donc, voilà, je pense qu'il faut un peu se laisser porter par ses envies. Je pense que ça marche pas si on n'est pas authentique et si on n'aime pas le faire, quoi. Je suis assez aligné avec ça. Je pense que c'est vraiment une affaire de fondateur. T'en as qui vont bien réussir à se mettre en valeur et ça va être super, et t'en as qui essaient de le faire et qui ça se voit que ça le fait pas. Ça ne prend jamais. Mais par contre, après, t'as des excellents exemples de réussite, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais t'as évidemment, Justine Hutto, qui est la première à laquelle je pense sur ce sujet. Anthony Bourbon aussi. Enfin, c'est des gens qui étaient nés avec ça, quoi, qui avaient des prédispositions pour ce truc. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, j'ai une toute dernière question à vous poser. C'est que quand on se lance et qu'on est une marque qui veut investir dans sa marque, enfin qu'on est une entreprise qui veut investir dans sa marque, on est souvent confronté à un problème, c'est que la brand, ça coûte cher et qu'il faut investir. Donc, ma question est très bête, c'est comment est-ce que tu développes ta marque quand t'as pas d'argent? Faut négocier. Négocier. Au début, moi, j'avais vraiment zéro. Pour dire vraiment, j'ai commencé à 24 ans, donc j'avais pas de chômage et enfin, j'ai fait des petits jobs à côté pour payer mon loyer, donc j'avais absolument zéro argent. Donc au début, j'ai négocié avec mes premiers photographes. J'ai eu des coups de cœur pour des photographes, et il faut y aller avec le cœur, je pense, et dire. Moi, j'étais comme ça, quoi. J'étais en mode, j'adore ce que tu fais, je rêverais de faire un truc avec toi, etc. Et honnêtement, au départ, les gens, ils peuvent venir avec toi. Il faut tout oser. Pour moi, c'est ça. C'est la clé aussi, tout oser. Notamment sur les influenceurs. Moi, j'ai envoyé des messages en mode, je t'offre un produit. J'ai jamais payé un seul influenceur. Et juste s'ils aiment le produit, ils vont accepter de travailler avec toi. Donc je pense que c'est oser, oser et voilà, tout donner. Mais il n'y a pas forcément besoin de tant d'argent que ça. Il faut investir du temps, je pense, c'est un investissement. Ouais, système D au début, il n'y a pas pas trop d'alternatives. Effectivement, t'as raison, Margot, l'influence, c'est pas forcément payant au départ. Ça va prendre de l'énergie du coup si tu fais que de l'organique, mais pas forcément payant. Après, pareil, poster du contenu LinkedIn au départ, Instagram, c'est gratuit. Faire des photos, c'est plus compliqué, mais tu peux aussi demander à un copain ou à des étudiants. Enfin, il y a toujours au départ, tu peux quand même commencer à, en tout cas, tester ton marché, l'appétence qu'on peut avoir les consommateurs pour ta marque à relativement petit budget. Et puis ensuite, plus la mayonnaise prend, plus tu peux mettre des budgets et plus tu peux étoffer la marque. Mais il y en a quand même beaucoup qui se lancent avec des petits moyens. Ouais, je pense qu'il faut pas hésiter notamment à demander à des photographes au début quand tu te lances, parce que il faut pas négliger le fait d'apprendre à quelqu'un de pro. Enfin vraiment, moi je le pense. Je pense que si t'es pas doué en photo, ça sert à rien de faire tes photos toi-même ou par un pote. Il faut vraiment pas hésiter, je pense, à demander à des gens pros, et au début ils te feront des 300 €. Voilà, c'est des petites sommes. Tu peux trouver des trucs cool avec des petites sommes. Et il faut quand même investir un minimum, je pense, dedans. Ouais, nous, notre premier vrai investissement de marque, ça a été de recruter Clémence, la personne en charge justement de produire tous les visuels, photos, vidéos, pour tous les réseaux sociaux. C'était un vrai investissement, et assez tôt vraiment dans l'entreprise. Je pense que ça faisait 1 an et demi, quelque chose comme ça, donc c'est assez rapide pour un recrutement de ce type de profil. Mais voilà, pendant cette année et demie avant qu'elle vienne, il a effectivement fallu se débrouiller, comme tu disais, avec des images qui devaient être professionnelles, mais peu de budget. Faut se battre. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'osais être vraiment authentique et dire vraiment, aujourd'hui, je me paye pas, voilà. Je disais vraiment mot pour mot ce que je pensais vraiment au fond de moi, et je pense que ça marche bien quand t'as vraiment une envie et que les gens derrière ils le ressentent et qu'ils comprennent aussi tes problématiques si tu les expliques, et du coup normalement t'as pas trop de problèmes après. Ok, merci beaucoup à vous. Je pense qu'on arrive sur la fin de ce petit format qui va faire 40-45 minutes. C'est en général la durée qui va bien. Je vais vous poser une toute dernière question que vous n'avez évidemment pas préparée, parce que elle vient de me passer par la tête et je la pose pas d'habitude dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a une autre entreprise
dont vous kiffez la marque. Néné, alors moi j'adore Néné. C'est une marque, je suis depuis le début. Trop fort. Et... Non, mais en vrai, c'est un vrai truc parce que moi, je veux bien dire un vrai truc. Je veux bien dire moi. Non, mais moi j'aime beaucoup Cozy. Mais sinon, en termes de vraiment DA, moi qui se colle à ce que j'aime personnellement, il y en a plein, mais je dirais, il y a une marque australienne que j'aime trop qui s'appelle Zulu et Zephyr. Zulu and Zephyr, j'adore. Ou alors ça c'est du cosmétique, donc du coup, après c'est de la concurrence, mais c'est pas une marque française pareil, donc c'est pas vraiment de la concurrence avec toi Arnaud. Mais j'adore Rose Beauty aussi, je trouve que la marque est aussi magnifique en termes de DA, vraiment. Moi je parle vraiment du coup en termes de direction artistique, plus qu'en termes de produits ou quoi. Moi, je vais pas être très original. Je suis archi fan de Veja, leurs valeurs, tout ce qu'ils ont fait d'abord sur le sourcing de leurs chaussures, et puis ensuite ils ont réussi à faire des chaussures cool, sympas et à des prix comparables à ce qu'on peut trouver chez leurs concurrents. Et un de leurs éléments d'offre qui m'inspire le plus, c'est qu'ils ont des ateliers pour réparer tes vieilles Veja, hein, donc c'est des sneakers, donc tu vas chez eux, tu payes 30-40 euros pour qu'ils te réparent ta paire de chaussures, donc c'est pas donné, mais c'est beaucoup moins cher qu'une neuve, et elle dure. Donc clairement, je pense que dans leur business plan, c'est pas forcément le plus bel, le meilleur aspect, mais bon, c'est ce qu'ils veulent, c'est leur vision d'une économie circulaire aussi, d'une économie où il faut que les produits, comme la durabilité, tu parlais Margot, il faut que les produits durent longtemps, et je trouve ça proprement génial. Je pense que ça porte parfaitement les valeurs de la marque, même si c'est probablement que ça dégrade leur chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clore ce podcast sur ces belles paroles. Donc Veja et Zulu et Zephyr et Rose Beauty, c'est ça, Margot. Donc vous pourrez aller les checker si vous voulez. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. C'était un plaisir d'avoir discuté avec vous. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. On va pouvoir se quitter tranquillement et je vais vous donner rendez-vous du coup. Je m'adresse à nos auditeurs dans un prochain épisode des Bruts e-commerce. Merci Margot, merci Arnaud. Ciao.